Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et donc pour évoquer aujourd'hui le cas de la Super League. Si vous avez quelques doutes au sujet de cette compétition, si vous ne pensez pas avoir absolument toutes les infos, toute l'analyse qu'on peut faire de ce sujet, vous êtes au bon endroit aujourd'hui. On va parler de manière assez extensive, en long, en large et en travers. On va parler d'un sujet que j'aurais préféré ne pas aborder, mais qu'on avait couvert pourtant plusieurs fois sur les dernières années. Alors en 2019, on évoquait la menace de cette Super League, horizon 2024. L'année dernière, fin 2020, on parlait aussi des toutes nouvelles révélations qui étaient faites au sujet de cette Super League. Aujourd'hui, on y est enfin, il y a eu un bond substantiel réalisé autour de cette idée, et donc on va évoquer tous les faits, absolument tout ce qui est sorti depuis le début, les faits ensuite, le contexte, vraiment la structure de ce tournoi, comment est-ce qu'il prendrait forme, l'analyse économique, la question économique est véritablement au cœur du sujet de la Super League, ça tombe bien, elle est aussi au cœur de cette vidéo, littéralement, c'est la troisième partie, et enfin, je vous donnerai mon avis, c'est peut-être la partie la plus détaillée, la plus riche, profonde, il y a beaucoup de choses à dire. Et enfin mon prono, on se mouillera un peu et on essaiera de voir un petit peu plus loin, de voir la suite que tout ça pourrait prendre. Alors on est parti du coup sur les infos. Ce qui a allumé la mèche, c'est la révélation de Tariq Panya du New York Times dimanche soir et l'annonce lundi, donc avec un communiqué de cette European Super League. Un communiqué sur son site internet, qu'on trouve sur son site internet. Il y a aussi un compte Twitter maintenant qui est associé à la Super League, même s'il n'y a aucun post. Pour l'instant, c'est une Super League qui est donc financée par la banque JP Morgan. On va y revenir, ça c'est une info vraiment cruciale parce que l'investissement américain notamment est au cœur de ce projet, mais on va en reparler. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est qu'un triumvirat se retrouve à la tête de cette Super League. Le président sera Florentino Pérez, et il y a deux vice-présidents, c'est Andrea Agnelli de la Juve et Joel Glazer de Manchester United. 12 membres fondateurs maintenant qu'on connaît parfaitement depuis quelques jours, les 6 anglais, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham, 3 espagnols, le Real, le Barça, l'Atlético, et 3 italiens, donc la Juve, l'Inter, le Milan AC. Apparemment, il y aurait 3 autres places de fondateurs réservées, 12 plus 3, 15 fondateurs, membres fondateurs. Au total, 3 autres places qui seraient réservées, on l'imagine, au Bayern Munich, au Borussia Dortmund et au Paris Saint-Germain, et 5 places tournantes, 5 places pour des invités. Mais ces 3 clubs, notamment le Bayern, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, ont manifesté leur opposition de manière plus ou moins virulente, mais ont manifesté leur opposition et vraisemblablement ne participeront pas, en tout cas à la première édition de cette Super League. Récemment, alors là il y a quelques heures à peine, il y a à la fois Karl-Heinz Rummenigge du Bayern et Nasser Al-Khelaifi du Paris Saint-Germain qui ont pris la tête, qui en tout cas ont été élus au board de la European Club Association, l'association européenne des clubs, dont l'ex-président qui avait démissionné il y a quelques jours était Andrea Agnelli. Donc ok là-dessus, et puis ce qu'on doit dire évidemment sur les dernières infos, c'est des mouvements de protestation assez forts et qu'on rencontre à peu près de partout, déjà sur la sphère politique, où à la fois Boris Johnson et Emmanuel Macron ont pris la parole contre cette Super League. Évidemment des réactions des ligues nationales, Richard Masters pour la Première Ligue, Javier Tebas pour la Liga, entre autres des réactions de certains joueurs et entraîneurs directement concernés, mais pas beaucoup. Réactions de certains acteurs historiques de la planète foot, certaines très véhémentes, et enfin des réactions de clubs directement, à l'image de Leeds qui a joué contre Liverpool hier et affirme avoir arraché un nul contre l'équipe de Super League, Merseyside Reds. Bref, on a planté le décor, c'est sans conteste le débat qui secoue la planète foot depuis 48 heures maintenant, et ça va sans doute durer sur les prochains jours. Donc voilà en gros pour les premières informations, les réactions. À quoi ressemblera cette Super League? C'est quand même la question fondamentale. Niveau structure, c'est assez simple, 2 groupes de 10 équipes, 20 participants, donc 15 permanents et 5 invités, ça fait 2 groupes de 10, 18 journées, chaque équipe joue chaque autre équipe de son groupe 2 fois, en aller-retour. Les 3 premiers sur 10 accèdent directement au quart de finale, les 4e et 5e accèdent à des phases de barrage, en gros 8e de finale. Match aller-retour sur cette phase d'élimination directe, puis la finale de la compétition. Ça suppose des matchs en semaine, des matchs joués en semaine, le mardi, le mercredi et vraisemblablement le jeudi. Niveau calendrier, ça commencerait en août pour se terminer en mai, donc on est sur un format vraiment très proche de la Ligue des Champions de ce point de vue-là. Ce qu'on peut dire tout de suite, sans trop préempter la suite de la vidéo, ce qu'on peut dire, c'est que ce format a l'avantage d'être assez lisible, assez clair, franchement bien plus séduisant que celui de la réforme de la Ligue des Champions qui devait voir le jour en 2024. Là, tout le monde dans chaque groupe se joue en match aller-retour. Maintenant, il y a évidemment des failles fondamentales. La première, c'est qu'en l'absence de relégation, bon, il y a une partie morale qui est absolument catastrophique. Tu peux
garantir sa place à quelqu'un qui termine dernier sans aucun problème, mais ça va aussi poser des questions d'enjeu assez fortes. On s'imagine les dernières journées de cette première phase, de cette phase de championnat, quand le 10e jouera le 8e ou quand le 9e jouera le 7e, sans aucune possibilité de faire partie des 5 premiers, ça donnera des matchs vides de tout enjeu, et véritablement peu séduisants. Voilà en gros ce qu'on peut dire de la structure. Maintenant sur la question économique, qui est quand même au cœur de tout, ce sujet économique se décline en 2 points principaux. Le premier, c'est celui des droits télé. Alors en gros, les recettes télévisuels vont augmenter substantiellement pour les clubs qui participent à cette Super League. Déjà parce qu'en jouant uniquement des gros matchs, forcément c'est des matchs avec de plus grosses audiences, mais peut-être, et peut-être surtout, c'est la possibilité pour les acteurs de cette Super League de gérer directement les droits télévisuels. Aujourd'hui, ces droits sont propriété de l'UEFA qui ensuite reverse une partie des recettes aux clubs qui participent à la compétition, à la Ligue des Champions ou à l'Europa League, etc. Là, les clubs seraient définitivement et directement détenteurs de leurs droits télévisuels pour les négocier directement et s'arroger une plus grosse part du gâteau. Sur les diffuseurs, on n'a pas encore véritablement d'éléments. Parmi les bruits de couloir, on parle beaucoup d'Amazon, de Disney. Peut-être que ça participerait aussi d'une hausse de ces droits télé, mais surtout la possibilité donc de gérer directement ces droits, c'est un énorme point. Et pour l'instant, les chiffres sont encore assez flous, bien sûr, mais de ce qui ressort, on estime que le montant des recettes serait le double de celui actuel de la Ligue des Champions, donc forcément, c'est hautement significatif. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième variable économique, le deuxième gros point, c'est un virement fait, on va dire un paiement initial substantiel qui est réalisé à destination des membres fondateurs. Donc j'imagine que c'était une manière de motiver, de convaincre ces membres fondateurs de faire sécession par rapport à la Ligue des Champions pour rejoindre et pour apposer leur nom sur cette European Super League. Le motif invoqué, c'est pour résorber les pertes liées à la pandémie. Ça s'appelle un Infrastructure Grant, donc en gros une subvention infrastructure. Ce paiement il est réalisé par la banque JP Morgan et c'est un prêt, mais sur des conditions assez avantageuses, un remboursement que j'imagine, un remboursement qui peut être assez différé dans le temps, des taux d'intérêt assez faibles. Voilà, cette enveloppe très forte, c'est un total de 3,5 milliards d'euros pour les 15 clubs permanents, pour les 15 membres fondateurs. Cette enveloppe, c'est aussi une grosse partie de la raison économique derrière la scission et derrière la fondation de cette Super League. Donc on a les deux éléments économiques majeurs, les deux raisons en gros pour lesquelles ces clubs ont rejoint la Super League, ok. Maintenant ça devient un peu sombre, ça l'était déjà un petit peu aussi, mais ça le devient encore davantage, puisque évidemment cette Super League va accentuer le fossé qui existe au niveau revenu, c'est assez simple à comprendre, va accentuer le fossé qui existe entre les élus, ceux qui y participent et ceux qui n'y participent pas, ok, mais le pactole de la Super League va lui aussi être divisé de manière très inégale entre les participants de cette Super League selon les chiffres qu'on a. En gros on sait que par exemple sur les 3,5 milliards d'euros qui sont prêtés par JP Morgan, le don, la subvention infrastructure entre guillemets, sur ces 3,5 milliards d'euros, 350 seront donnés chacun aux 6 meilleurs clubs, les 6 clubs les plus prestigieux, en tout cas les 6 qui auront tiré la meilleure part du gâteau, 350 chacun, 225 chacun pour 4 clubs ensuite qui visiblement sont considérés comme un peu moins prestigieux, 112,5 pour les 2 suivants, encore pire, et 100 millions d'euros seulement pour les 3 derniers clubs, et c'est une inégalité qui sera présente sur les autres sources de revenus également. On peut imaginer que les droits télé seront aussi répartis en fonction du statut, du prestige des différents membres. On sait par exemple que les 5 invités, les 5 équipes invitées chaque année ne toucheront pas de revenus qui seront générés dans certaines parties de cette tarte, dans certaines parties du pot. Ils seront exclus d'emblée par exemple des revenus commerciaux. Évidemment, n'auront pas leur mot à dire d'un point de vue politique sur le fonctionnement de cette Super League. On sait aussi que l'accomplissement sportif sera extrêmement dévalorisé. Par exemple, la différence entre être éliminé des phases de groupe de cette Super League, terminer 10e sur 10 par exemple, et la remporter, c'est 30 millions d'euros seulement. 180 millions d'euros pour la participation, 210 pour la victoire finale, une preuve que la performance sportive n'est pas au cœur du débat. Tous ces chiffres ils sont issus de l'analyse de James Corbett qui a reçu des documents confidentiels sur la structure de la Super League. Selon son estimation, il prend l'exemple d'Everton qui pourrait par exemple être parmi les 5 clubs invités avec une bonne performance en Premier League. Imaginons, ok, Everton fait partie des 5 clubs qualifiés et miracle, Everton remporte la Super League, va jusqu'au bout. Et en réalité, Everton toucherait moins d'argent sur cette campagne victorieuse qu'un Real Madrid
Madrid ou qu'un Barça qui serait éliminé dès la phase de groupe. Il toucherait 2 fois moins de revenus, simplement parce qu'il n'est qu'un pauvre club invité. Il ne fait pas partie des clubs fondateurs et a fortiori des meilleurs clubs fondateurs, de ceux qui jouissent du meilleur statut. Tout ça prouve à quel point l'objectif de la Super League, c'est le renforcement d'un statu quo, c'est la solidification d'une élite au détriment total de la performance sportive. Alors du coup, on a un peu commencé à empiéter dessus, mais mon avis sur cette question, mon avis sur cette Super League, je pense qu'on peut dire déjà qu'il y a des points positifs, il y a des choses qui rendent cette Super League légitime en partie. C'est vrai que la phase de groupe de la Ligue des Champions a perdu de son intérêt, c'est vrai qu'il y a une inflation des matchs de foot de manière générale qui contribue à réduire son attractivité, et c'est vrai que la réforme que l'UEFA a prévue pour 2024, la réforme de la Ligue des Champions que l'UEFA a prévue, n'adresse aucun de ces deux problèmes, au contraire, on y a consacré une vidéo entière il y a quelques semaines, elle n'est pas adaptée à la hauteur du défi, mais le truc c'est que deux choses peuvent être vraies simultanément, et c'est pas parce que l'UEFA est à côté de la plaque, ils le sont, mais c'est pas parce qu'ils le sont que cette Super League s'impose nécessairement comme étant la bonne solution. Pour moi, je pense que tous les problèmes de cette Super League, qui sont extrêmement nombreux, tiennent en gros en 2 points. Le premier, c'est sa faible inclusivité, on va y revenir, et le deuxième, c'est le fait qu'elle soit pas compatible avec des perspectives de long terme, et ça c'est quand même assez important. Alors sur son inclusivité, 15 clubs éternels sans système de relégation, c'est un parti pris qui est contraire à toute l'histoire du foot jusqu'à présent, c'est un parti pris qui met en danger 90% de l'écosystème du football, et voilà, le foot, c'est pas que l'élite. Cette année, j'ai pris beaucoup de plaisir, moi je suis pas un asset footballistique, j'ai pris beaucoup de plaisir à analyser avec vous ce Bayern PSG, ce Real Madrid-Liverpool, des Dortmund City, et c'était un vrai plaisir, ça fait partie des tout meilleurs moments de cette saison, mais la beauté du foot, c'est aussi de pouvoir parler ensemble des saisons de Southampton, des Glasgow Rangers, de l'Atalanta, des Wolves, de Leeds, de Monaco, la Real Sociedad, Norwich, du Betis, pareil avec le retour. Pendant ma phase de recherche pour les vidéos de le retour, je me pose sur des jours entiers sur la Slovaquie, la Hongrie, l'Écosse, la Macédoine du Nord, la Suède. Cette diversité géographique, elle est généralement au cœur de nos passions d'enfants pour le foot. Elles sont en bonne partie fondées sur cette diversité géographique, aussi sur cette richesse historique. Ensuite, il y a le plaisir de découvrir des joueurs moins connus, des anecdotes inédites. Tout ça, je pense que c'est une bonne partie du plaisir footballistique, de belles valeurs qui méritent d'être conservées, et la faible inclusivité qu'incarne cette Super League, donc elle est en rupture totale avec une bonne partie des vertus de ce sport et du sport de manière générale. C'est la diversité, c'est la curiosité, c'est l'ouverture aux autres et au monde. À travers le foot, on a un formidable vecteur pour s'intéresser au monde qui nous entoure, essayer de mieux le comprendre. Tout ça, ce serait dommage de le perdre. Donc ça c'est une chose. La deuxième, en étant rationnel et très froid, c'est que je pense que ce système est peu durable, peu tenable sur le long terme. Dans 10 ans, quand on aura vu les mêmes 15 clubs en boucle, ce sera beaucoup moins intéressant et excitant qu'aujourd'hui. Alors là, à l'instant T, je suis pas contre le fait de voir plus de grosses rencontres, mais dans une certaine mesure, et quand vous verrez les mêmes 15 clubs avoir tourné en boucle pendant 10 ans, voire plus, je pense que le niveau de lassitude aura tellement grimpé qu'on sera à la recherche d'autres manières de révolutionner le sport pour le rendre toujours plus attractif et plus facile à consommer. Quand je vois Florentino Pérez sur le plateau du Chiringuito hier soir dire tout un tas d'inepties, mais par exemple suggérer qu'on raccourcisse la durée des matchs parce que la nouvelle génération a du mal à rester concentrée pendant 1h30, bah voilà, je pense qu'on n'est pas en train de prendre la bonne direction et qu'il y a une partie du patrimoine du foot qui mérite d'être conservée. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec le fait que cette Super League est dans l'air du temps, quelque part elle s'inscrit dans une incapacité à rester concentrée pendant longtemps, mais le foot, c'est justement peut-être le dernier bastion d'un éloge de la patience. Je pense qu'il y a dans ce sport qui se joue la plupart du temps sur un tempo assez lent, où la plupart du temps, entre guillemets, il ne se passe rien, où on marque assez peu. Ce sport a dans son ADN, quelque part, un certain apprentissage de la patience, et je trouve que c'est plutôt une chose à préserver, une chose qui mérite d'être conservée. Donc à l'évidence, cette Super League va dans le sens de beaucoup de mutations qui nous entourent, elle en est la déclinaison assez naturelle, ok. Est-ce que pour autant ça la rend désirable? Est-ce que pour autant ça la rend souhaitable? De mon point de vue, c'est presque tout l'inverse. Je pense que justement c'est l'occasion de s'interroger, tout un chacun, sur notre rapport au monde, sur la manière d'interagir avec le monde qui nous entoure, et peut-être qu'on trouverait que cette course au spectacle permanent, au divertissement permanent, et sur des temps toujours plus courts et fractionnés, c'est pas réellement souhaitable. Je pense
que c'est l'occasion de reconstruire notre rapport au monde et de pas le vendre au prix en plus de choses qui sont absolument non négociables de mon point de vue. C'est la solidarité, la diversité, là je parle du format de cette compétition qui se fonde sur des valeurs assez moches. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on essaye d'être un peu moins frénétique et un peu plus sage? Est-ce qu'on trouve de la valeur dans les moments lents et peut-être un petit peu moins étincelants? Voilà, je pense que c'est une bonne partie de la réflexion à creuser et qu'au fond de nous, on sait que cette course au toujours plus, elle est impossible à remporter. Donc mon prono final, et on va se mouiller totalement, sinon c'est pas drôle, mon prono final, c'est que la Super League verra effectivement le jour dans les mois qui viennent. Je pense que la Super League verra le jour pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'UEFA est incapable de proposer une solution adéquate. Je pense qu'on le voit dans la réaction de Ceferin, qui est totalement à côté de la plaque. Je pense qu'on le voit dans la proposition de réforme 2024, qui n'est pas non plus à la hauteur du défi. Je pense que l'UEFA n'est pas capable de ramener en son giron, les clubs qui ont fait sécession. Et je pense qu'aujourd'hui, on a totalement dépassé la phase du bras de fer, du grand bluff. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est véritablement celle de l'action et que c'est mal lire la situation que d'y voir simplement une posture de négociation. Dans ce cas de figure, l'UEFA me semble pas être en capacité d'inverser la situation actuelle. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je vois la Super League se créer. Pas de solution adéquate, pas de contre-proposition adéquate. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'à mon avis, je pense qu'on a totalement dépassé la phase du bras de fer, qu'il y a des acteurs qui ont des volontés extrêmement fortes, ceux qui participent à cette Super League, mais aussi les organes de financement. JP Morgan, par exemple, ne va pas prêter son nom vraisemblablement à une vulgaire tentative de bluff. Ça, c'est une chose. Et enfin, les sanctions qui sont évoquées, qui sont pas du tout réalistes, de la FIFA, par exemple, à destination des joueurs qui participeraient à cette Super League, qui seraient interdits de jouer la Coupe du Monde ou l'Euro. C'est impossible, c'est illégal. Il y a eu une affaire similaire dans le patinage artistique il y a quelques mois, j'en avais parlé dans ma vidéo prévue. La Commission européenne a statué que ça n'était pas possible, qu'en gros, une organisation ne peut pas avoir le monopole de l'organisation des compétitions sportives et qu'elle ne peut donc pas exclure des membres, des joueurs d'une autre compétition. Ça fait 3 éléments très forts pour penser que cette Super League va effectivement voir le jour. Alors c'est vrai, il existe des mouvements de protestation qui sont encourageants, qui donnent du baume au cœur réellement. Je crains en revanche qu'ils ne soient pas suffisants, déjà parce qu'ils concernent seulement une partie de l'audience qu'on a évoquée. C'est seulement les fameux fans traditionnels, les supporters traditionnels. Le deuxième point, c'est que 20 très gros clubs engagés, ça représente aussi des fanbases énormes, et au bout d'un moment, il y aura la tentation de continuer à suivre son club, qui à mon avis sera assez forte. On se défait pas du jour au lendemain de son lien avec son club de cœur. Enfin, disons que même si le foot est ultra important, d'une importance critique, un vecteur de lien social, d'un bon nombre de vertus que je trouve super valeureuses, qu'il faut chérir, ça reste quand même très rarement une question de vie ou de mort, et que pour beaucoup de personnes, nourrir sa famille, élever ses enfants, trouver du sens à son existence de manière générale, c'est des priorités et qui sont plus importantes, qui sont plus fortes que suivre le football, ou en tout cas que se battre pour le football. De mon point de vue, tout ça, ça limite mécaniquement l'ampleur d'un soulèvement populaire, alors que c'est totalement différent dans le cadre d'une révolte contre un régime oppressif, par exemple, où là, t'as plus rien à perdre et où ça concerne directement tous les paramètres de ton existence. Là, c'est quand même pas le cas. Quelque part, le foot souffre du fait que ce soit seulement une partie de l'existence. C'est bien normal, il faut être réaliste. Mais voilà, tout ça, de mon point de vue, limite la possibilité d'un mouvement populaire de grande ampleur. Ça va contribuer à son étiolement, c'est pas ce que je souhaite, mais c'est ce que j'imagine. Donc ça, c'est la première partie du prono. Je pense que la Super League verra effectivement le jour. En revanche, je pense qu'elle ne durera pas nécessairement très longtemps. Je pense que sur le long terme, on est sur un projet qui est extrêmement périlleux, qui me semble très mal ficelé, en réalité, avec des trous béants dès sa conception, sans organisme de régulation externe. On peut imaginer que pas mal de conflits d'intérêts naissent, par exemple, qui va désigner les arbitres qui aujourd'hui sont désignés par l'UEFA. Si demain on a un président de club qui désigne les arbitres, ça peut poser pas mal de questions. Il y a évidemment la question de qui prend les décisions majeures et les décisions stratégiques. Voilà, tout ça me fait dire que, comme on l'a dit, ces mastodontes risquent d'avoir du mal à s'entendre, et ça aussi, ça peut être un contre-pouvoir à garder en tête. Et puis enfin, peut-être, il y a toute une dimension, c'est dur de s'acheter quelque part la même histoire que la Ligue des Champions, sa symbolique, sa petite musique. Il y a tout un patrimoine qu'il va être difficile de supplanter et de remplacer vraiment durablement. Alors peut-être que c'est un peu idéaliste de voir les choses comme ça, mais bien sûr la Super League, et le temps fera son œuvre, et la Super League réussira à trouver en partie son audience, réussira à créer en partie son histoire. Je doute pas qu'il y a des techniques de storytelling et de marketing qui seront mises à l'œuvre, mais quand on voit aujourd'hui par exemple, je sais pas, une communication basique, mais la reprise du code couleur de la Ligue des Champions sur le site internet
internet de la Super League, c'est peut-être un petit indice qui peut nous mettre sur la piste d'à quel point ça va être difficile de créer une identité propre et forte quand on essaye de se projeter un peu sur les matchs véritables, sur les joueurs qui vont y participer. J'ai du mal à imaginer un engouement extrêmement fort, peut-être que là c'est juste un déficit de projection, mais voilà, tout ça fait que, mis bout à bout, et peut-être surtout la question des conflits d'intérêts, de ces mastodontes qui vont avoir du mal à s'entendre, tout ça fait que j'ai du mal à voir la Super League durer véritablement. Donc voilà les amis, voilà en gros pour cette très longue vidéo, j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, j'espère que ça vous aura intéressé, et si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est une bonne manière de soutenir la chaîne. Ce qu'on peut dire pour terminer, c'est qu'il est possible que cette Super League ne soit même pas tant une mauvaise chose. Est-ce que des compétitions nationales et internationales, quelque part purgées de ces méga clubs qui dominaient déjà de manière extravagante leur écosystème, est-ce que ce serait pas souhaitable ou intéressant? Peut-être. Après, il y a la question économique, et c'est vrai qu'un certain nombre de ces clubs, des clubs restants, vont se retrouver dans un grand péril financier, et si c'est effectivement le cas, on est en train de vivre un séisme sans précédent qui pourrait conduire à des dénouements, bon, pour la plupart que j'imagine comme assez néfastes. Peut-être que, on va dire, dans les ruines créées par ce tremblement de terre, peut-être qu'on pourrait reconstruire aussi un modèle un petit peu plus vertueux, c'est ce que je souhaite en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne, j'espère qu'on parlera d'autres choses, mais on parlera aussi des dénouements autour de cette Super League, évidemment. Si vous voulez pas rater tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est une très bonne manière de soutenir le travail. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à bientôt. Bisous.